Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Alors aujourd'hui j'ai sorti un de mes plus beaux t-shirts, il est tout neuf, je viens juste de le déballer. J'ai une collection de t-shirts qui commence à être très grande, enfin vous le voyez hein, à travers tous mes 101%. Donc aujourd'hui on va voir la critique du jeu Senseiya Les Chevaliers du Zodiaque, la bataille du sanctuaire, Temps perdu, Retro and Magic et tout de suite c'est les news. Namco Bandai Games vient de dévoiler une toute nouvelle vidéo de Ridge Racer Unbounded, dans laquelle on découvre l'éditeur de niveau. L'occasion pour nous de constater que les possibilités offertes seront assez énormes. Pour rappel, et comme on peut le voir sur cette vidéo, ce nouveau Ridge Racer mettra plus l'accent sur la destruction, avec par exemple des raccourcis à travers des façades de magasins que les coureurs pourront emprunter. Prévu à la base pour le 6 mars dernier sur PS3, PC et 360, le jeu a été repoussé à la fin du mois pour laisser plus de temps de peaufinage à Bugbear, le studio en charge du développement. Dans la mesure où Bugbear a une longue expérience dans le domaine de la course automobile, notamment avec du Flatout ou encore du Sega Rally, on reste assez confiant quant à la qualité de ce Ridge à venir. On attend tout de même d'avoir une version entre les mains avant de se prononcer définitivement. Téléchargeable sur le Sen à partir du 28 mars aux alentours de 10 €, Wheels of Destruction est un jeu d'arène rappelant dans son principe la série des Twisted Metal ou le mode multijoueur course du FPS Rage. Orienté multijoueur et situé dans un contexte post-apocalyptique, il permettra aux joueurs de s'affronter en ligne via différents modes de jeu, jusque-là plutôt réservés aux first-person shooters. On aura ainsi du Deathmatch, du Capture the Flag ou encore du Team Deathmatch. Les véhicules sont classés en 5 catégories distinctes, dont 4 ont déjà été annoncés. Scout, plus rapide, Heavy, qui correspond à la classe Tank, Soldier, plus polyvalent, et Assassin, plus maniable. Développé à partir de l'Unreal Engine, Wheels of Destruction est le premier jeu développé par le studio californien Jelly Games, créé par des vétérans de l'industrie vidéoludique. La suite de Epic Mickey, sortie en exclusivité sur Wii en novembre 2010, se confirme petit à petit. Si nous n'avons pas de vidéo à vous présenter, on en sait désormais un peu plus sur le jeu sous-titré The Power of Two. Toujours développé par le studio de Warren Spector, Junction Point, pour lequel on commençait à s'inquiéter un peu, Epic Mickey 2 sortirait potentiellement en fin d'année sur Xbox 360, PS3 et Wii, une version Wii U étant sans doute également dans les cartons. De nombreux détails ont été communiqués à la presse américaine. On sait ainsi que le jeu sera jouable en coop via un système drop-in drop-out permettant de rejoindre ou de quitter un ami sans affecter la partie en cours. Les personnages gagneront également la parole, Epic Mickey 2 étant présenté par Warren Spector comme une comédie musicale interactive. Le game designer a également tenu à préciser que la caméra capricieuse du premier jeu serait corrigée. Epic Mickey 2 sera une nouvelle fois situé dans le Wasteland, le monde des personnages Disney oubliés, Oswald étant désormais jouable. En solo, il sera contrôlé par l'IA, le level design étant conçu pour privilégier la coopération entre les deux héros. Si Epic Mickey ne nous avait pas totalement convaincus, on espère que cette suite saura satisfaire à la fois les fans de Mickey et les amateurs de jeux de plateforme. De mémoire, je crois que Senseiya n'a jamais connu d'adaptation digne de ce nom. J'appréhende un peu cette critique parce que j'espère que le jeu va être meilleur que les précédents. Il ne faudrait pas décevoir les fans de Senseiya qui ont déjà subi la perte de son character designer, qui est Shingo Araki, qui est un grand nom quand même de l'animation. Il y a des choses que l'on a parfois du mal à s'expliquer, et cette malédiction qui frappe depuis toujours les adaptations de Senseiya en jeu vidéo en fait clairement partie. Car contrairement au Dragon Ball, Hokuto no Ken et autres Captain Tsubasa, qui ont eu tous droit à au moins un jeu à peu près décent, la série créée par Kurumada Masami a inexplicablement cumulé les daubes au fil des années. Cette triste habitude est tellement ancrée dans les esprits que lorsque l'on a appris que Dims, le studio déjà coupable des 2 croûtes sur PS2, était en charge du prochain épisode, certains l'ont enterré avant même de savoir de quoi il en retournait. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on était de cela. Mais bon, vous savez ce qu'on dit sur la peau des ours, qu'il ne faut pas la vendre, tout ça, tout ça. Comme
Son nom le laisse supposer, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, la bataille du Sanctuaire, retrace le passage le plus emblématique de la saga, à savoir celui de la traversée des 12 maisons du Zodiaque. Pas emblématique de l'histoire du manga et de l'anime japonais, il n'a plus à être présenté et c'est pourquoi on ne vous fera pas l'offense d'en faire un résumé. Sachez simplement que Namco Bandai a soigné un minimum les choses en ponctuant le jeu de nombreuses cinématiques réalisées à partir du moteur du jeu, que les doublages sont exclusivement en japonais et que le générique Pegasus Fantasy fait figure d'intro. Aussi, une fois le grand pop terrassé et Athéna sauvé, des scénarios bonus se débloqueront pour prolonger l'aventure. Il sera ainsi possible de revivre la fuite d'Aiolos avec Saori bébé, le combat entre Aoya et Shaka ou encore les contributions de Marine et Shaina durant cet arc narratif. Après avoir surtout fait dans la baston risible pour les 2 dernières adaptations de la série, Dims change totalement d'orientation avec Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, la bataille du Sanctuaire. Afin de ne pas le cantonner à une succession de combats de boss, les développeurs en ont fait un beat'em all tendance massive dans la droite lignée des Dynasty Warriors. Tant pis pour la fidélité donc, le trajet qui sépare 2 maisons de chevaliers d'or est systématiquement envahi de dizaines et de dizaines d'ennemis dont la seule préoccupation est de venir se fracasser la mâchoire contre les poings de nos héros. Et naturellement, pour se débarrasser de tous ces sous-fifres, ceux-ci peuvent dérouler des combos faits de coups faibles et de coups forts, mais aussi faire appel à leurs techniques les plus emblématiques. Des fameux météores de Pégase à l'illusion du phénix, en passant par les chaînes nébulaires et autres poussières de diamants, tout y est. Plutôt bien intégrées au gameplay, ces attaques spéciales grignotent de la jauge de Cosmos qui limite forcément leur utilisation. Néanmoins, il est possible de la recharger plus rapidement en concentrant son Cosmos ou en récupérant des orbes disséminés dans le décor. Même s'il est possible de le déclencher à n'importe quel moment, moyennant un segment de la barre de Cosmos, le 7e sens dévoilera tout son potentiel contre les Chevaliers d'Or. Ces derniers disposent en effet d'une défense imperméable et ont la sale habitude de spammer leur surpuissante technique spéciale, si bien qu'il est impossible d'envisager la victoire sans avoir recours à ce bullet time. L'idée plutôt bien vue s'intègre sans souci au gameplay et ne trahit aucunement l'esprit de la série. De manière plus générale, on constate même avec une certaine joie que pour ces face-à-face, Dims a fait preuve d'un grand respect du matériau d'origine. Le jeu ne nous épargne aucun retournement de situation ou aucun sacrifice, quitte à ce que les combats se déroulent en 2 ou 3 rounds, entrecoupés des cinématiques qui vont bien. Le gameplay étant plutôt dynamique et agréable, il en résulte des combats assez jouissifs, surtout quand on est en mesure de déclencher une attaque Big Bang, une attaque qui nous gratifie d'une animation comme dans le dessin animé. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, la bataille du Sanctuaire, dispose d'un système d'expérience et de points de compétences classiques pour améliorer nos héros. Et s'il n'est pas forcément utile de les booster pour finir le jeu, il faut savoir qu'à côté du mode histoire, Namco Bandai a eu la bonne idée d'inclure un mode mission. Sur le même modèle que ce qui se fait dans les Dynasty Warriors Gundam ou dans l'horrible Hokuto Musou, il permet de visiter des niveaux supplémentaires qui ne s'insèrent pas dans le scénario. Basé sur le challenge et le scoring, comme en témoignent les classements en ligne, il justifie la possibilité de s'appuyer sur des personnages aux stats gonflés. Mais ce mode est surtout l'occasion de jouer à 2 ou de prendre en main les Chevaliers d'Or débloqués en progressant pendant l'aventure principale. Parmi les autres choses à débloquer, on retiendra surtout les nombreuses photos de figurines pour les plus gros fans. On n'en attendait rien et finalement, pour la première fois depuis 25 ans, Namco Bandai ne s'est pas loupé et nous livre une adaptation de Saint Seiya qui se tient vraiment. Certes, on peut difficilement parler de réussite ou de jeu incontournable, mais une chose est sûre, les fans n'auront pas à rougir au moment de passer à la caisse. Plutôt fidèle à la série, malgré les passages en beat'em all et l'intrusion régulière de mini-boss hors sujet, ce Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, la bataille du Sanctuaire, nous laissera clairement un bon souvenir. Objectivement, on pourra toujours parler de sa réalisation anachronique, de ses ralentissements, de sa caméra fixe, de son gameplay bourrin et répétitif, de son manque de précision ou encore de ses pics de difficulté improbables. Mais pour peu que l'on porte un minimum l'œuvre de Kurumada dans son cœur, impossible de ne pas y prendre du plaisir.
Alors tout de suite, on va regarder temps perdu. Alors souvent, dans temps perdu, c'est des jeux flash sur navigateur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, ces jeux navigateurs finissent sur smartphones et tablettes. Alors on va regarder tout de suite des jeux qui seront probablement dans 6 mois dans smartphones et tablettes. Bonjour, se taper une gastro ou n'importe quoi d'autre qui fait mal à plus de 10 000 km de la sécurité sociale, c'est pas cool. Non, vraiment pas. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Faire temps perdu, c'est bien. C'est bien parce qu'on a l'impression de faire un truc cool, sans aucune limitation, sans aucune censure, sans aucun machin qui vient t'embêter pour que tu fasses le bidule autrement, sous peine de quoi ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein, et puis de toute façon, tes jeux idiots c'est pas des jeux, et puis cool nouvelle génération MDR. Ok, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais ça l'est pour moi. Avoir une complète indépendance éditoriale, c'est pas tous les jours et ça fait du bien. Mais du coup, ça vous donne une sorte de nouvelle responsabilité. Bah oui, dire ce que l'on veut n'est pas non plus dire n'importe quoi. D'où parfois un étrange sentiment de frustration. Par exemple, Surprise Bullfight. J'ai pas super envie d'en parler. Bah oui, aller faire de la corrida pour nourrir un géant avec des cœurs de taureau, c'est pas super mon truc. Bon, côté décalé, étrangeté, second degré, tout ça, je suis pas contre, mais quelque part, au fin fond de mon petit cœur d'ami des animaux bouffeurs de steak, ça me gêne un peu. D'où frustration. Bon, j'avoue que dans ce cas précis, c'est purement personnel. Mais d'autres fois, la frustration provient de quelque chose de beaucoup plus simple. Prenons l'exemple le plus courant, le jeu exclusivement PC. Bah, quand on a sous la main qu'un truc avec de la pomme dedans, c'est frustrant. Parce que j'aimerais bien vous en parler, moi, de Mushroom Kingdom Fusion. Parce que ça a l'air cool, c'est un mélange de gameplay à la Mario, avec des bouts d'autres trucs dedans, et ça fait un gros truc qui a l'air méga bien. Sauf que moi, je peux pas vous en parler. Ou alors il faudrait que je sorte des vidéos d'internet, et il paraît que ça c'est pas bien. Du coup, paf, frustration. D'ailleurs, dans le genre prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble, histoire de citer un artiste que j'aime bien, il y a Mario aussi. Non, pas l'original. Celui où qu'est-ce qu'ils ont mis des bouts de Portal en dedans. Bah ça aussi c'est frustrant. Parce que votre truc avec des pommes, il a pas de souris, il a un trackpad. Et croyez-moi, viser avec un trackpad, c'est pas marrant. Du coup, j'ai l'air tout bête quand je capture les images du jeu et je comprends que ça va pas donner envie aux gens. Alors bon, ok, je pourrais mettre le trailer, mais après on va encore dire que c'est parce que j'ai la flemme. Non, frustrant je vous dis. Et puis après vient l'ineffable moment de la frustration ultime, celui où on voit un jeu qu'on sait trop qu'on va le kiffer sa mère, mais que peut-être il n'existera jamais. Parce que moi j'avais adoré Spike Love Story. Alors quand je vois qu'ils veulent en faire un deuxième, je me dis trop cool, pur, de la bombe de balle de Jokari, sauf que ils veulent des sous pour le faire. Alors on donne une pièce et on reste devant son écran à attendre que des gens plus fortunés veuillent bien financer le projet. Bon d'accord, la somme en question a été réunie aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis tout frustré là, parce que j'y aurais bien joué tout de suite. Et puis parfois on tombe sur une petite perle, un vrai petit bijou. Celui qui ne vous demande pas d'avoir 4 machines différentes, qui se joue simplement, qui est dispo, et qui en plus ne remet pas en cause vos convictions, bancales ou non. Juste un truc génial comme on les aime, qui en plus de vous faire perdre du temps, réveille vos neurones et vous fait réfléchir un poil. Sauf que vous n'arrivez pas à l'exprimer. Et c'est frustrant, croyez-moi. On voudrait croire que les gens vous feront un peu confiance, expliquer que oui, grelotter devant son écran en essayant d'aider les autres, c'est cool, et que oui, on peut faire des jeux intelligents sur la guerre. Alors on cherche ses mots, on creuse, on perd du temps. Ce qui tombe finalement plutôt bien, car même si cela reste un peu frustrant, au moins comme ça, il est sûr qu'on ne pourra pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Alors
Alors tout de suite, on va regarder Retro and Magic sur Streets of Rage, le jeu dans lequel on récupère de la santé en mangeant des poulets qui traînent par terre, alors que dans la vraie vie, on devrait plutôt se traîner une grosse diarrhée. Connu au Japon sous le nom Bare Knuckle, Streets of Rage fait partie des titres emblématiques de la Mega Drive et l'un des meilleurs beat'em up de tous les temps. S'inscrivant dans la lignée de Double Dragon et Final Fight, Streets of Rage a marqué les esprits avec ses personnages charismatiques, sa bande-son légendaire et son ambiance urbaine à la limite du cyberpunk. L'une des particularités de Streets of Rage est d'avoir été développé spécifiquement pour la Mega Drive. Il ne s'agit donc pas du portage d'un jeu sorti auparavant en arcade, mais bien d'un titre pensé, calibré et optimisé pour la 16 bits de Sega. Le hardware de la machine est donc parfaitement maîtrisé, ce qui permet à Streets of Rage de proposer des graphismes somptueux, de grands sprites et une bande-son hyper rythmée composée par le grand Koshiro Yuzo. Cette musique à elle seule est ancrée dans une certaine époque, le début des années 90. Streets of Rage, dont le nom complet en japonais est Bare Knuckle Ikari no Tekken, se déroule dans une cité sans nom, une mégalopole de gratte-ciel et de néons qui semble emprunter autant à Los Angeles qu'à Shibuya. La cité était autrefois en paix, jusqu'à l'arrivée d'une organisation criminelle appelée le Syndicat, dirigée par le diabolique Mr. X. Le syndicat a corrompu le gouvernement municipal et la police, et ses sbires ont pris le contrôle des rues. Outrés par cette situation, 3 jeunes flics, Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Fielding, décident de démissionner et d'aller s'occuper eux-mêmes de Mr. X et ses légions de loupards et de punks. On retrouve dans Streets of Rage le principe de la trinité de personnages mis au point par Capcom dans Final Fight. Un personnage fort mais lent, Adam, un personnage équilibré, Axel, et un personnage rapide et agile mais un peu moins puissant, Blaze. La maniabilité est on ne peut plus simple. Le bouton B sert à taper, le bouton C à sauter, et le bouton A sert à appeler le seul allié restant des 3 héros, un flic équipé d'un lance-roquette qui fera place nette. Cet allié ne pourra toutefois être appelé qu'une fois par vie. Comme dans Double Dragon, on pourra ramasser diverses armes et objets contondants pour s'en servir contre les adversaires. Streets of Rage propose une succession de niveaux permettant de découvrir la vie nocturne de la cité, chaque étape étant ponctuée par un affrontement contre un boss. La difficulté de ces affrontements est assez élevée et demandera une stratégie sans faille. Il est évidemment possible de jouer à 2 et on peut déclencher des attaques combinées entre les personnages. Fort de son succès sur Mega Drive, le jeu sera plus tard porté sur Master System et Game Gear et plus récemment sur iOS. L'année suivante, le studio AM7 de Sega donne une suite à Streets of Rage, Bare Knuckle 2 Shitohe no Shinkonka. Ce deuxième épisode est souvent considéré comme le meilleur de la série. L'histoire prend place 1 an après la victoire d'Adam, Axel et Blaze contre Mr. X. Alors que nos héros ont repris le cours de leur vie, Adam est enlevé par le syndicat. Mr. X a ressurgi d'entre les morts et est bien décidé à prendre sa revanche. Pour sauver leurs compagnons d'armes, Axel et Blaze, aidés du catcheur Max Thunder et de Skate, le jeune frère d'Adam monté sur roller, partent au combat. Au passage, notons que dans la version japonaise, Skate s'appelle Sammy. Le gameplay a un peu évolué depuis le premier épisode. Ainsi, la palette de coups est bien plus étendue avec davantage de coups spéciaux. En contrepartie, il n'est plus possible d'appeler le flic au lance-roquette à la rescousse. Le bouton A sert désormais à effectuer un super coup, particulièrement efficace mais qui ponctionne petit à petit la barre de vie du joueur. Streets of Rage 2 propose des graphismes parmi les plus beaux de la Mega Drive, notamment la qualité des animations. Les environnements sont variés et parfois assez surprenants. On se souvient par exemple du stage se déroulant dans un ersatz de Disneyland, avec passage dans l'attraction Pirates des Caraïbes et qui se termine dans un décor à la Alien. Streets of Rage 2 dépeint un univers plus futuriste avec des ennemis robotiques ou dotés de jetpacks. La bande-son très dansante est l'un des gros points forts du jeu. Tout comme l'épisode original, Streets of Rage 2 sera porté sur les 8 bits de Sega. Le troisième épisode de la série sort en 1994, mais ne parvient pas à égaler son prestigieux prédécesseur. Souvent décrié par les fans, Streets of Rage 3 est néanmoins un excellent beat'em up qui s'éloigne malheureusement un peu trop de l'esprit des épisodes fondateurs.
Streets of Rage 3 est davantage scénarisé que les épisodes précédents. Le syndicat est évidemment de retour et cette fois-ci, il a mis la main sur un nouvel explosif surpuissant grâce auquel il compte bien démarrer une nouvelle guerre mondiale. Pour arriver à ses fins, l'increvable Mr. X a également fait enlever le général Ivan Petrov. Ce scénario ne vous dit rien? C'est normal car la version occidentale du jeu a été complètement remaniée. En version anglaise, le plan de Mr. X consiste à remplacer les membres du gouvernement par des robots, et ce n'est pas un général russe qui l'a enlevé mais le chef de la police. Toutes les références à l'explosif ont aussi été supprimées, y compris l'intro du jeu dans laquelle le syndicat commettait un attentat au cœur de la cité. Ces divergences scénaristiques ne sont d'ailleurs pas les seules différences entre les deux versions. Les couleurs des costumes des héros ont été changées, certains sprites féminins ont été retouchés pour être moins sexy, et un ennemi nommé H, caricature d'homosexuel il est vrai pas du meilleur goût, a été purement et simplement supprimé de la cartouche occidentale. Enfin, le niveau de difficulté est sensiblement plus élevé que dans la version japonaise. Le jeu propose à nouveau 4 personnages. Axel, Blaze et Skate reprennent du service, aux côtés d'un petit nouveau appelé Dr. Zan, un scientifique au corps de cyborg. L'ambiance de la série a donc définitivement pris un tour cyberpunk et certains passages sont vraiment très bizarres comme ce combat contre un kangourou boxeur. Même la musique de Koshiro Yuzo, très métallique, n'a plus le peps d'autrefois. Moins beau et moins maîtrisé que le génial deuxième épisode, Streets of Rage 3 est un épisode mal aimé qui a sonné le glas de la série. Sega n'a en effet jamais produit de suite à la trilogie Bare Knuckle. Pour leur trouver un successeur, il faut donc regarder du côté des fangames. Le 101% d'aujourd'hui est terminé, demain c'est Benoît, donc rendez-vous demain, à la même heure, même endroit. À la prochaine!